Bonsoir. Quel meilleur début pour la reprise de nos jeux de sciences que le début du début, le commencement, l'origine de l'univers, il y a 13,8 milliards d'années, avec l'astrophysicienne Françoise Combes, professeure au Collège de France. Et Françoise Combes a réalisé un tour de force. Elle a réussi à raconter le Big Bang, le grand boom, on pourrait dire en français, en 128 pages, en faisant un que sais-je que vous pourrez vous procurer à l'issue de la rencontre et vous le faire dédicacer, bien évidemment. Et comme chacun de nos jeudis sciences, nous avons Antoine Boussin qui va animer avec brio donc cette soirée sur le Big Bang. Ne dites pas ça, Olivia, je suis absolument stressé. Je mets la barre très haut. J'ai le trac et je viens depuis 13,800 millions d'années ce soir. Oui, il Voilà. était une fois. C'est un trajet. Donc le principe de ces jeudis sciences, pour ceux les habitués que je vois ici et là, chaque premier jeudi du mois, le groupe Human 6 invite un de ses auteurs, donc un des auteurs d'une maison d'Human 6, à la rencontre du public autour d'un thème scientifique, d'un thème lié à l'innovation. Et c'est ainsi que nous avons lancé avec la SEIN, la Société d'encouragement de l'industrie nationale, donc le maître de ces lieux. Eh bien écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée en compagnie de Françoise Combes et d'Antoine Boussin, et un très beau voyage dans l'espace et dans le temps. Merci Olivia. Je ne sais pas si Julien Brocard m'a fait un cadeau, ou plutôt tendu un piège, pour animer cet entretien sur ce titre de Que sais-je, le Big Bang, Françoise Combes, parce qu'en lisant ce livre, j'ouvrais les yeux, ébahi, et j'ai eu l'impression de découvrir un monde que vous arpentez depuis si longtemps, avec des questions de température, des décélérations, des accélérations, de densité de gaz, d'ionisation, de corps noirs, d'énergie cinétique, de température, d'excitation du gaz, de photons, de baryons, de neutrinos, d'oscillations acoustiques baryoniques, d'étoiles jeunes et de vieilles étoiles, de supernovae, de champs scalaires, de fonds cosmologie micro-ondes, de lentilles gravitationnelles et d'eau cosmique. Alors évidemment, pour Françoise, ce sont des mots qu'elle connaît depuis des années, peut-être que certains dans la salle aussi arpentent ces mêmes terrains depuis longtemps, mais moi je me suis demandé si je n'avais pas devant moi, si je n'avais pas dans mes mains un roman d'aventure, un monde de science-fiction, une sorte d'objet étrange. Julien Brocard est en train de baisser les yeux, il a peut-être eu la même surprise que moi. Et puis un jour, je me suis dit, mais cette fascination pour ce monde du cosmos, ces mystères, la science-fiction, la fiction, la réalité, le cinéma, la littérature, l'âge, il y a des jeunes lecteurs dans la salle, on découvre ce monde-là, pas forcément qu'à travers les histoires de Tintin, pas forcément à travers Star Wars. Et puis j'ai lu quelque chose d'amusant, vous allez me confirmer, je suppose, Françoise Combes, c'est que Ronald Reagan, un peu fou quand même, hein, a eu comme projet, à un moment, de doter les États-Unis d'un bouclier spatial avec des satellites équipés de lasers pour les protéger, les missiles des missiles soviétiques. Oui, c'est ce qu'on appelait la guerre des étoiles à l'époque. Et Ronald Reagan a imaginé ça? Oui, c'était assez sérieux. D'ailleurs, les scientifiques ont profité de cette idée parce qu'il y avait beaucoup d'argent donné par la NASA et on pensait en récupérer quelques miettes. Ah d'accord. Et vous, est-ce que vous avez vu Star Wars? En fait, non, j'ai entendu parler, j'ai vu des extraits, mais je ne suis pas mis devant Star Wars, non. Vous n'êtes pas mis devant Star Wars. Bon, ben, écoutez, on a un point commun quand même, c'est que moi non plus. Alors, rapide biographie si vous le voulez, puisque votre carrière est connue à peu près de tous les lecteurs de cette salle. Vous êtes né à Montpellier, il y avait un lycée qui porte votre nom, la ville de Montpellier vous a rendu hommage, et après avoir travaillé à l'école normale supérieure, de 1975 à 1989, où vous soutenez votre thèse en astrophysique sur la structure et la dynamique des galaxies, vous devenez astronome à l'Observatoire de Paris jusqu'en 2014, mêlant simulation théorique et observation astronomique. Et puis, alors là, grand honneur, le 30 novembre 2004, vous êtes la première femme astronome élue membre
de l'Académie des sciences. Et en 2014, vous devenez professeur titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie au Collège de France. Et j'espère que vous nous direz quel va être votre prochain cours où on pourra s'inscrire. Alors, ce parcours, quand même, votre famille n'était absolument pas baignée dans l'astrophysique. Non. Comment vous est venu ce virus? En fait, à quel âge? Est-ce que vous vous souvenez? Oui, en fait, c'était assez tard, hein, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui étaient astronomes amateurs dans leurs enfances. Donc, ils regardaient le ciel, ils avaient un petit télescope. Moi, je n'avais pas rien de tout ça, en fait, mais j'étais, disons, attirée par les mystères. Qu'est-ce qui était autour de nous, d'où ça venait, et la physique surtout, la recherche en physique. Donc, j'ai fait des études, et c'est en faisant les études que... Vous aviez quel âge quand vous aviez 10 ans déjà? Ça vous fascinait le cosmos? Non, pas encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est par un bouquin? Est-ce qu'il y a des rencontres? Non, c'est plutôt, oui, en faisant un diplôme d'études approfondies, donc déjà en physique, à l'école normale, donc physique atomique. Et ensuite, on se demande dans quel secteur de la physique on va se diriger. Et c'est là qu'on a rencontré quelques astronomes, et c'est là que ça a commencé le rêve de savoir d'où venait l'univers, en fait, quelle était l'origine de toutes les choses qui nous entourent. Donc, c'est plutôt alors, à l'âge de 20 ans, c'est pas 10 ans, mais à l'âge de 20 ans. Ah oui, d'accord, donc ça a mûri. Hein, voilà, c'était un peu tard. Voilà. Alors, vos travaux portent sur la physique galactique, c'est-à-dire la formation, l'évolution et la composition des galaxies. Vous étudiez les plus proches, les plus éloignés de nous. Et puis, pendant vos 40 ans de carrière, alors ça, c'est une question d'ordre général, un petit peu, que j'avais prévu, parce que moi, ça me fascine, votre parcours, le monde. Pendant vos 40 ans de carrière de chercheur, quels sont, je ne sais pas, les verbes qui vous sont les plus communs, ceux que vous avez le plus utilisés, sur lesquels vous pourriez le plus définir? Est-ce que c'est chercher, observer, comprendre, les trois, chercher, d'y trouver, les trois à la fois, analyser, tout ça à la fois? Tout ça à la fois. Oui, oui, tout ça. En fait, la recherche, c'est comme une enquête policière, en fait. Hein. On a un mystère, on a une question et on aimerait connaître la réponse. Et donc, on accumule les petits indices. Puis on se dit, bon, si cette hypothèse est vraie, on émet une hypothèse. Est-ce que c'est comme ça que ça va se former? Et donc, si c'est comme ça, j'aimerais observer cette galaxie dans cet état-là. Et donc, on fait une demande pour un télescope. Donc les télescopes sont gratuits pour les astronomes parce qu'ils sont payés par le CNRS et tous les États réunis. Mais il faut faire une demande et en général, il y a 1000 demandes à un moment donné. Donc il faut être très compétitif et avoir une demande qui est acceptée sur le télescope. Et à ce moment-là, on peut observer vraiment ce qu'on voulait et tester notre hypothèse. Et si ce n'est pas bon, ben, tant pis, on peut même faire une publication en disant « ce n'était pas ça ». On l'utilise quand même ce télescope. Et puis si ça marche, alors on est encore plus heureux et on dit bon, c'était ça, donc on continue. Et puis on découvre d'autres choses. En fait, c'est ça qu'on découvre au fur et à mesure, c'est qu'on n'a jamais une solution définitive. On a toujours quelque chose et puis d'autres questions qui arrivent et d'autres mystères qu'on n'était même pas soupçonnés. Et on a encore des questions encore plus excitantes à résoudre et ça continue et ça continuera tout le temps. Ça veut dire que là, c'est la première édition du numéro 4123 de cette prestigieuse collection. Première édition, ça veut dire que dans 2 ans, vous en ferez une deuxième? Peut-être pas dans 2 ans, hein, mais 3 ans, 4 ans, oui, peut-être. Ah oui, il y aura d'autres... Ah, c'est sûr, parce qu'il va y avoir un satellite qui va être lancé, le satellite Euclide, lancé par l'ESA, les Européens. Alors, au début, c'est en 2020, mais il a un peu de retard, ce sera en 2022 qu'il va être lancé. Et ce satellite a pour but de connaître justement l'énergie noire, ce fameux mystère qu'on a découvert en 1998, donc c'est il y a 20 ans. Et donc, on ne sait pas du tout ce que c'est, mais le satellite est lancé pour ça. Donc, on va faire un petit peu tout le ciel, avec un peu comme le télescope spatial Hubble, avec une très grande résolution. Et on va découvrir 12 milliards de galaxies. Hein, on n'en connaît qu'1 million pour l'instant, avec la distance. Et avec ces 12 milliards de galaxies, on va pouvoir faire des statistiques pour savoir comment l'expansion de l'univers a évolué dans le temps, à quelle vitesse l'univers est en expansion. Et ça nous donnera quelque chose sur la nature de l'énergie noire. Donc, il faudra dans 3 ans recommencer le livre, parce que ce sera complètement différent. On en parlera tout à l'heure, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vous avez une formule à un moment, vous dites
le mystère avance et l'ignorance recule. Ah oui, quand même. Parce qu'on a toujours l'impression... Il faut quand même avoir un esprit très positif, avoir envie d'être dans ce monde-là en permanence. L'ignorance recule, mais le mystère avance. Oui, parce que en fait, quand on revient, par exemple, dans le passé, au début du XXe siècle, il y a à peine même moins de 100 ans, on ne savait même pas que les galaxies existaient. Donc pour nous, l'univers, c'était la Voie lactée. Vous vous rendez compte comme c'est petit? Alors que maintenant, on sait que dans l'univers, il y a 300 milliards de galaxies. Mais ça, on le sait que depuis récemment. Donc les gens pensaient qu'ils connaissaient peut-être tout, mais... puis alors, si on remonte encore plus tôt, la cosmologie s'arrêtait aux confins du système solaire. Donc on avait Neptune, etc. Et puis, c'est tout, c'était toute la cosmologie. On voit bien qu'on ne connaissait rien du tout. On pensait tout connaître, mais on ne connaissait rien du tout. Alors aujourd'hui, quand même, ça va mieux parce qu'on voit des galaxies jusqu'à notre horizon. Alors notre horizon, peut-être je pourrais le montrer une petite image, pour vous montrer ce que c'est l'horizon. Si j'arrive à le faire marcher. Alors voilà, ici. Notre horizon, c'est ça. Nous sommes au milieu d'une espèce de sphère, et puis on regarde très loin dans l'univers. Et on s'aperçoit que plus on regarde loin, et plus on remonte dans le temps. Donc ce que vous voyez ici comme sphère, c'est notre horizon au bout qui est le Big Bang, justement. Donc c'est le sujet de notre exposé ce soir. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. En fait, au départ, on connaissait que toute petite sphère autour du point central, qui est notre position. Évidemment, notre position n'a rien de spécial, on n'est pas au centre de l'univers, comme l'aurait cru avant Copernic peut-être, mais aujourd'hui on sait très bien qu'on n'est rien de spécial, mais que chaque observateur dans l'univers a un point comme ça et il a un horizon autour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir au-delà de cet horizon, même si l'univers est étendu beaucoup plus loin que cet horizon. Mais aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est qu'on observe jusqu'à l'horizon. Grâce au télescope spatial, on peut détecter les premières galaxies qui se sont formées juste après le Big Bang. D'ailleurs, vous dites l'univers avec un grand U, mais à la fin du livre, vous avez ce questionnement sur des théories, probablement d'autres théories alternatives, où il y aurait peut-être, pourquoi pas, plusieurs univers. Et oui. Vous avez ce mot même multivers. Ah oui, c'est pas moi qui ai ce mot. C'est vous qui avez créé le mot. Ah non, pas du tout. Il s'agit d'Alan Guth, en 1987, je crois, oui, et André Linde, qui ont imaginé. Alors pourquoi c'est une longue histoire. Là, je pense qu'on commence par la fin. Oui, pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Donc on s'est aperçu en 1981, donc il y a déjà 40 ans presque, que justement cet horizon, il y avait un gros problème. Un gros problème, parce que, comme on va le voir tout à l'heure dans le fond cosmologique, on voit plusieurs horizons. On voit plusieurs... en fait, l'horizon, qu'est-ce que c'est? C'est... le parcours, le rayon de l'horizon, c'est le parcours qu'a fait la lumière jusqu'à l'instant T. Donc c'est C fois la lumière, la vitesse de lumière fois le temps. Donc c'est la taille de l'horizon. On voit bien que tout près du Big Bang, la taille de l'horizon était toute petite. Et quand on remonte le temps et qu'on voit le fond cosmologique du vestige du Big Bang, on a un tout petit horizon, puisqu'on a 400 000 ans après le Big Bang, au lieu de 13 milliards d'années. Donc l'horizon est tout petit. Et quand on regarde le ciel vu en micro-ondes, on voit ce fond cosmologique, eh bien, il y a des tas de petits horizons qui font 1 degré sur le ciel. Alors, il y a 40 000 degrés carrés dans le ciel. Et tous ces horizons, ils sont exactement à la même température, à 1/100 millième près. Et c'est ça un grand problème d'horizon. Comment ça se fait que tous les petits horizons qui n'ont absolument aucune connexion, puisque la lumière n'a pas pu aller d'un horizon à l'autre, personne ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc tous ces petits horizons, ils ont exactement la même température, sans s'être donné le mot. C'est quand même un gros problème, non? Vous n'avez pas l'air surpris? Si, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Et donc pour résoudre ce problème d'horizon, il a fallu la seule solution encore aujourd'hui, et l'inflation qui a été inventée dans 1981. Et donc cette inflation veut dire, si j'ai peut-être une petite image, j'en parlais beaucoup. On parle de l'inflation, je crois que c'est la suivante. Voilà. L'inflation, c'est ça, c'est que on pense que l'univers est une certaine taille, et puis tout début de l'univers, c'est-à-dire la première seconde, dans 10-32 secondes, donc c'est vraiment très petit, il y a une énorme inflation d'un facteur de 30 ordres de grandeur. Donc l'univers était, tout d'un coup, c'est amplifié. Et donc si vous prenez un ballon, vous soufflez et puis vous le faites très grand, vous êtes sur la surface du ballon, on a l'impression que l'univers est plat.
Donc ça explique aussi pourquoi l'univers est plat. On va voir qu'il est plat. La courbure est nulle. Et puis aussi que tous les horizons que l'on voit dans le fond cosmologique, ils viennent de la même bulle qui a grandi d'un facteur 30 ordres de grandeur. Donc ça nous permet de dire que l'univers est peut-être né de fluctuations du vide qu'il y avait au départ et que tout le monde vient de la même fluctuation du vide. D'accord. Alors, revenons. Non mais oui, revenons au début du livre, ce qui a donné le titre à ce passage, parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses dans ce livre, qui est pratiquement un ouvrage d'initiation, on peut le dire comme ça, général et d'initiation. Un peu d'histoire, parce que, bon, on connaît l'astronomie, les premiers outils d'observation datent du XVIIe siècle et tout. Dans votre carrière, vos 40 ans, les outils que vous avez utilisés, ça a complètement changé d'un bout à l'autre. Hein. Quelle a été la plus belle révolution technologique pour que vous compreniez mieux, que vous cherchiez mieux? Alors, une qui est commune à beaucoup de sciences, c'est l'informatique. Parce que quand même, au début, on calculait sur des machines avec des cartes perforées. On n'avait pas de terminaux, on n'avait pas de traitement de texte, par exemple, et on n'avait pas Internet. Et donc ça nous fait un progrès énorme pour le traitement des données, parce qu'aujourd'hui, on a... Alors, pour l'observation, on a les télescopes. Là, on a fait énormément de progrès aussi. Oui. Bon, il n'y avait pas le télescope spatial. Donc, le télescope spatial, le grand problème... Enfin, ce n'est pas tellement la taille du télescope, c'est le fait qu'il soit en dehors de l'atmosphère. Et l'atmosphère est très turbulente, donc en optique, on a toujours une image floue. Donc comme si on était à l'intérieur de vaisseau spatial. Voilà. Ben non, mais ça doit être une joie formidable, non? Ah ben oui, c'est sûr. Enfin, après, sauf qu'au début, il était myope, le télescope spatial. Ah. Donc là, il y avait une grosse surprise, là, quand même. On l'attendait depuis 10 ans, et quand on voit qu'il était flou, les images. Dans quelle année, ça? En 90. 90, le premier lancement du télescope, ça s'était bien passé. Donc tout le monde était content, on voit la première image, elle était floue. Et donc, pourquoi elle était floue, c'est que les astronomes de la NASA avaient bien énormément, avec très très grande précision, fait le polissage de leur miroir, etc., et calibré. Il avait calibré autour d'une mauvaise position. Et donc, il a fallu que les astronomes aillent un petit peu réparer, mettre des lunettes. On a mis des lunettes au télescope et il n'a plus été myope. Mais au début, ça a été très dur. Très dur. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui... moi, j'étais un peu jeune à l'époque quand même, mais il y avait des gens qui, depuis 30 ans, travaillaient sur ce télescope. Et quand ils regardent la première image, qui était floue, c'était une catastrophe. Oui, c'était une catastrophe, c'est sûr. Donc, heureusement, il n'était pas loin, parce que le télescope spatial Hubble n'est pas loin. Il tourne sur la Terre, il est à 200 km à peine. Donc, on peut y aller avec l'astronaute pour récupérer. Et ce qu'on a fait, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a une longévité remarquable. On a pu changer les caméras, on a pu changer les CCD, on a pu avoir le progrès des caméras beaucoup plus sensibles, etc. Ce qu'on ne pourra pas faire avec le prochain télescope spatial qui, lui, va être envoyé au point de Lagrange, c'est-à-dire à des millions de kilomètres, et plus personne ne va pouvoir les réparer. Alors, revenons donc au début. Là, dans ces derniers temps, la véritable révolution, c'est le titre de ce livre d'ailleurs, c'est la théorie du Big Bang. Voilà. La théorie du Big Bang, c'est amusant, parce que j'étais voir dans le dictionnaire de l'Académie française, qui n'est pas le dictionnaire le plus moderne du monde. Ils ont mis du temps à accepter certains mots, mais le Big Bang y est. Et le Big Bang est passé encore ce matin à la radio dans le langage commun qui veut dire révolution, cataclysme. Bon, comment est arrivée cette théorie? Vous faites au début du livre, avec un chapitre que vous nommez avec beaucoup d'humilité, un peu d'histoire. Vous allez nous raconter notamment les 2 prix Nobel de physique, et puis le Georges Lemaître. Personnage étonnant. Georges Lemaître est un abbé Georges Lemaître, qui avait une vision terrible, oui. Parce que tout s'est passé dans les années 1920, à peu près. En 1920, il y avait un débat, on ne savait pas si les galaxies n'existaient pas. Et tout le problème, c'est qu'on ne connaît pas les distances. En astronomie, on voit tout se projeter sur le ciel. Et le gros progrès, ça a été les distances. Et à l'époque, il y avait une astronome américaine, Henrietta Leavitt, qui a découvert les étoiles variables, les étoiles céphéides, et qui a fait un bond en avant, car ces étoiles céphéides, elles ont une périodicité, elles sont périodiques, et leur période, elle a bien remarqué, sur 2000 étoiles variables, elle a remarqué que la périodicité de ces étoiles était proportionnelle à leur luminosité intrinsèque, leur luminosité totale. Et donc ça, c'est très précieux.
Donc on peut regarder des étoiles céphéides un peu à toutes les distances, on mesure leur période, ça c'est facile, et on connaît évidemment la luminosité apparente et intrinsèque, et on a la distance. Ça c'est un indicateur de distance qui a permis à Hubble, qui justement on parle de la loi de Hubble, qui est la loi de l'expansion de l'univers, et on ne le connaissait pas à l'époque, on a permis de voir des céphéides dans Andromède, notre galaxie voisine, qui est très proche, mais on croyait que c'était une nébuleuse, on l'appelait nébuleuse d'Andromède, comme une nébuleuse d'Orion, qui est du gaz ionisé tout proche dans la Voie lactée. Et là, il a pu voir les céphéides et voir que Andromède était très loin. Il était donc une galaxie à part, un monde à part, comme il avait été proposé par les philosophes, Kant par exemple. Et donc en 1924, on a terminé le débat, on a vu qu'il y avait des galaxies extérieures à la nôtre. On part toujours de galaxies extérieures, ce qui peut paraître bizarre, puisque toute galaxie est extérieure, par définition. Mais ce débat a eu lieu en 1924, et à cette époque, tout a eu lieu, parce qu'il y avait Einstein qui découvrait la relativité générale, et qui montrait que dans un modèle de gravité, où il essayait de résoudre la géométrie de l'univers en fonction de la masse qu'elle contient, eh bien, il avait vu que le dessin de l'univers était soit une croissance, soit une décroissance, un big crunch, hein, l'émergence du Big Bang, ou alors quelque chose de statique. Et comme à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait une expansion, Einstein s'est dit non, c'est pas possible, sans doute l'univers est statique, je vais rajouter une constante à mes équations, constante cosmologique, pour que ce soit statique. Et c'est ce qu'il a fait. Parce qu'Einstein, lui, ne regardait pas les observations, c'était tout dans sa tête, et il était très théoricien. Et il disait, bon, l'équation est comme ça, je rajoute lambda, l'univers est statique. Et puis le maître avait aussi eu vent des travaux de Hubble et puis des astronomes qui regardaient tout d'un coup les galaxies et par effet Doppler avaient mesuré les vitesses. Tout d'un coup, ils se sont aperçus que les vitesses, elles croissaient, mais elles étaient très très grandes, hein, 1000, 2000 km par seconde. Et toutes ces vitesses s'éloignent de nous, ces galaxies s'éloignent de nous. Alors là, je vais vous montrer une petite image qui montre ça, hein, ici. Voilà. Donc, c'est la théorie de l'expansion. Hein. On a une expansion, un ballon qui est en expansion. Alors, ce qu'on montre ici, c'est toujours à 2 dimensions. Il faut dire que l'espace est sur le ballon. L'intérieur du ballon n'existe pas, on est sur l'espace. Donc, il faut bien s'imaginer que l'expansion de l'univers, c'est un ballon qui gonfle, l'espace qui se détend. Et les galaxies ne bougent pas, parce qu'au départ, les gens disaient, bon, il y a un effet Doppler, les galaxies s'éloignent de nous, tout s'éloigne. En fait, elles ne bougent pas, les galaxies, mais elles sont juste sur le ballon en train de gonfler. Donc les galaxies s'éloignent de nous, proportionnellement à la distance, mais c'est ça l'expansion. Et donc le maître avait vu ça, donc c'est l'abbé Georges Lemaître, qui était un Belge. Il avait écrit un article en français qui n'a pas passé l'Atlantique, parce qu'il était en français, Hubble ne l'avait pas lu. Et il disait qu'il y avait sans doute une expansion et que si on regarde dans le passé et qu'on extrapole dans le passé, il devait y avoir tout l'univers dans un point et c'était le Big Bang. Il ne l'avait pas appelé Big Bang encore, mais il parlait d'un atome primitif, tout était dans un point. Et Hubble, ensuite, peu à peu, a compris que grâce à Lemaître, en fait. Et donc aujourd'hui, c'est celui qui a créé le mot. Alors Big Bang, c'était des détracteurs, justement. Alors il y avait Fred Hoyle, dans 1948-50 à peu près. Il parlait à la BBC, il faisait beaucoup d'émissions pour le grand public et il n'aimait pas du tout ce Big Bang. Il pensait que l'univers était stationnaire, en tout cas même s'il n'était pas statique, stationnaire. Donc il pensait que ça se renouvelait sans cesse et que ça ne bougeait pas. Donc un Big Bang, il n'en voulait pas du tout. Et donc pour se moquer, il a parlé de Big Bang, un grand boom, c'est n'importe quoi. Et ce Big Bang est resté. Voilà. C'est passionnant le début et les chercheurs. D'ailleurs, Einstein, il y a un moment, ça c'est peut-être juste une parenthèse, mais il a commis une très grosse erreur. Oui, il le dit lui-même, hein, il dit que c'est ma plus grosse erreur, c'est de rajouter cette constante, parce que cette constante, on n'en avait pas besoin, puisque finalement il y a une expansion. Donc il voulait une constante pour que l'univers soit statique. Il a reconnu son erreur. Il a reconnu son erreur. Vous n'êtes pas la seule à le dire. Mais, quand on regarde bien, aujourd'hui, hein, même le maître, quand il a compris qu'Einstein voulait enlever sa constante, le maître a dit à Einstein qu'il valait la garder. Parce qu'on ne savait pas exactement quel serait le degré d'expansion de l'univers. Il avait raison, puisqu'en 1998, enfin, comme personne ne voulait contredire Einstein jusqu'en 1998, on a pensé que cette constante était nulle, et c'est comme ça qu'on a travaillé jusque-là. Et puis en 1998, on s'est aperçu
que l'expansion de l'univers a été accélérée à partir de, il y a 5 milliards d'années, donc c'est assez récent par rapport au Big Bang. Et on s'est aperçu que alors on avait des indicateurs de distance encore plus longtemps que les céphéides, qui sont les supernovas. Et ces supernovas, lorsqu'elles explosent, elles ont une luminosité aussi intrinsèque qui est bien connue en fonction de la durée de vie de l'explosion. Donc il suffit de mesurer la durée de vie et puis on peut en déduire la distance. Et ces supernovae, on peut les observer jusqu'à la première moitié de l'univers, donc très loin. Et tout d'un coup, ils étaient beaucoup plus loin que prévu, avec une expansion normale qui normalement devrait être décélérée, puisque l'univers il est massif, il y a la gravité, et si on lance l'univers, il ne peut que retomber sur lui-même comme un soufflet. Donc on s'attendait à ce qu'il soit décéléré. Je vous coupe la parole, François Pascon, parce que je vois avec terreur qu'il est 25 et j'ai plein de questions à vous poser. Alors, un peu comme des mots, des noms, j'aimerais que vous me précisiez, évidemment c'est dans votre livre. Vous dites les preuves de l'existence du Big Bang, vous parlez du satellite Planck, le troisième, qui a eu un apport considérable. Oui, alors pour le satellite, je vais définir quelque chose là qui doit être là. Voilà. En fait, avant, pour le satellite Planck, qu'est-ce qu'il fait hein? Il regarde le fond cosmologique, oui. Et ça, historiquement, ça a été découvert par hasard, c'est assez amusant, par Penzias et Wilson, qui regardaient par ce gros cornet que vous voyez là. Oui, oui. Et ils ont regardé dans leur jardin, en fait, un cornet, et ils ont vu un bruit partout, qui ne dépendait pas de la position de la Voie lactée, ni du Soleil, etc., et qui est vraiment très très fort, hein, parce que lorsque vous regardez en millimétrique, donc c'est les fréquences que vous avez dans le four micro-ondes, exactement. Oui, c'est ça, le fond. C'est le fond micro-ondes. C'est le fond micro-ondes, exactement comme un four micro-ondes. Vous êtes ici, vous avez 400 photons par centimètre cube de micro-ondes. Oui. Ça vous chauffe déjà. Hein, vous êtes oui, la température augmente considérablement. Mais non, mais je plaisante, mais c'est vrai que ce passage-là est passionnant. Et en fait, quand on regarde, c'est ce fond cosmologique micro-ondes, il est bien plus fort que même le fond optique. C'est-à-dire que vous prenez toutes les galaxies, vous avez un fond optique. Et le fond micro-ondes dépasse de beaucoup le fond optique. Donc si vous aviez des yeux micro-ondes, vous serez dans un brouillard total et vous ne verrez même pas la Voie lactée. Bon. Je vous cite la très grande richesse d'informations apportée par le FCM, tout le monde a compris ce voilà. que c'était maintenant, a permis de préciser l'âge de l'univers qui est de 13 milliards 800 millions d'années. C'est la durée pendant laquelle la lumière du Big Bang a voyagé avant de nous parvenir. Ce que nous voyons alors aujourd'hui dans le FCM, ce sont les structures qui étaient présentes sur cette dernière surface de diffusion, soit 380 000 ans après le Big Bang. L'univers était encore très homogène et isotrope. Et les quelques fluctuations que nous y voyons sont relativement petites. Voilà, c'est exactement l'image que vous avez là. Alors, il y a plusieurs satellites. Hein. Planck, c'est le plus récent qui a été envoyé par les Européens. Mais auparavant, il y avait le satellite COBE. Ce que vous voyez, c'est un petit peu, lorsqu'on a un brouillard, on ne l'a pas mis ici, mais on a un brouillard, on va enlever le fond, et ce qu'on voit, c'est la première image en haut, à gauche, là, et on voit du rouge et du bleu. Ça veut dire que c'est plus chaud d'un côté et plus froid de l'autre. Ça veut dire que notre galaxie est en train de bouger envers le fond cosmologique, qui est le repère au repos de l'univers, avec 600 km par seconde. Là, vous êtes en train de bouger à 600 km par seconde. Hein. Vous aussi avec moi. Oui, oui, bien sûr. Donc ça nous donne déjà une mesure de notre mouvement par rapport à l'univers. Puis ensuite, vous retirez ce dipôle, là, puis vous voyez la Voie lactée, vous commencez à voir la Voie lactée qui est... Et puis ensuite, lorsqu'on retire tout ça, vous voyez que des petits points bleus et roses, et ça, ce sont les fluctuations dans lesquelles nous sortons. C'est la Voie lactée, c'est une de ces fluctuations. Pour mieux caractériser le modèle d'univers qui est le nôtre, il faut connaître son contenu en matière. Or, l'essentiel de la matière dans l'univers est invisible et ne peut se détecter que par sa gravité, c'est-à-dire les phénomènes dynamiques à l'œuvre dans les galaxies, dans des amas de galaxies. Combien il y a de galaxies? Alors, on pense à l'intérieur de notre horizon, hein, puisqu'on pense que l'univers est infini, donc il y aura une infinité de galaxies, donc c'est là votre réponse. Et ce qu'on peut détecter nous-mêmes, parce que les galaxies qui sont au-delà de l'horizon, eh bien, il faudrait plus que l'âge de l'univers pour que leurs photons nous arrivent à la vitesse de la lumière. Donc on ne les verra pas. Mais à l'intérieur de l'horizon, il y a 300 milliards de galaxies assez grosses pour qu'on les voit. Après, il y a la tête des toutes petites, mais alors après, ça peut faire 600 milliards de galaxies, mais on ne les verra pas, elles sont trop loin. Donc celles qu'on voit, c'est 300 milliards de galaxies. Et une autre question aussi, je me suis demandé, c'est en ligne bien sûr, les étoiles.
comment se sont formées les étoiles? Alors ça, on sait un peu, on le sait beaucoup plus que les galaxies. Vous savez beaucoup, mais... Pas complètement, mais les étoiles, c'est du gaz. Hein, le Soleil, c'est du gaz. Donc le gaz, le principal gaz dans l'univers, c'est l'hydrogène. Le plus simple, un électron et un proton, c'est l'hydrogène. Et avec cet hydrogène, le nuage de gaz devient instable par sa propre gravité. Donc il s'effondre, il s'échauffe, alors évidemment il va rayonner, et puis peu à peu il va devenir étoile. Et lorsqu'il est étoile, ce gaz, donc, comme dans le Soleil, il tient la gravité et est compensé par la pression, les forces de pression. Les forces de pression, il faut être très très chaud. Hein. Le Soleil est à 6000 degrés, mais même au centre du Soleil, il y a 1 million de degrés. Donc ce million de degrés, il vient des réactions nucléaires. Donc on fait la fusion de l'hydrogène en hélium, puis ensuite en d'autres éléments plus lourds. Et cette réaction nucléaire, elle permet au Soleil de tenir pendant 9 milliards d'années. On a déjà 4 milliards d'années la moitié de l'âge du Soleil. Et on a encore pour 4 milliards d'années encore. Et au bout de 4 milliards d'années, tout de même, c'est fini. On aura brûlé notre hélium. La durée de vie d'une étoile, elle est très difficile à calculer. Ah non, elle est très facile à calculer. Ah, c'est très facile. Ah oui, c'est très facile. Alors expliquez-moi. Alors tout dépend de la masse. Hein. Il y a des étoiles très massives, 100 fois la masse du Soleil par exemple. Ah oui, même j'en ai trouvé une, hein, 265 fois plus massive. Oui, ça c'est les plus grosses. 136 A1. Voilà, c'est les plus grosses étoiles. Et leur durée de vie est très courte. Paradoxalement, elles ont plus d'hélium, plus d'hydrogène qui se transforme en hélium. Mais les réactions nucléaires, la pression est encore plus grande. Les réactions nucléaires encore plus abondantes et plus efficaces. Finalement, elles brûlent leur combustible en 10 millions d'années au lieu de 10 milliards, donc 1000 fois plus vite que le Soleil. Donc ces étoiles massives, en 10 millions d'années, elles sont explosées en supernova. Et puis elles peuvent devenir trous noirs. Par contre, notre Soleil, lui, il va devenir géant rouge. Donc le cœur va se concentrer et l'enveloppe va grossir. Et l'enveloppe va volatiliser un peu toutes les premières planètes. Hein. Hélas, la Terre sera volatilisée aussi. Donc on va redevenir cendre. Mars, peut-être un petit peu, mais surtout Mercure, Vénus et la Terre seront réduits en cendres. C'est ce que je disais au début, c'est que le futur de l'univers reste une énigme totale. Ah ben ça on le sait, ça on est sûr. Oui, l'avenir du Soleil, c'est pas une énigme, hein, c'est sûr. Oui, d'accord. Oui. Ah oui, non, ça on est absolument. On a d'autres soleils dans la Voie lactée qui sont devenus comme ça. Ils sont devenus des nébuleuses planétaires, c'est-à-dire l'enveloppe a explosé et fait de très jolies nébuleuses. Alors, la matière, justement, et l'antimatière. Précisez-nous, parce que là, c'est dans le passage que j'ai lu, sur les lentilles gravitationnelles. L'antigravitationnelle. Je vais donner une petite image quand même pour l'antigravitationnelle, parce qu'il y en a de très belles. On n'a absolument pas préparé cet entretien. Hein. N'imaginez pas ça, on est en phase première. Hein. Allez-y. L'antigravitationnelle, on en voit une, je ne sais pas si on voit parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais on voit par exemple un anneau autour d'une galaxie. Hein. Et simplement, ça veut dire qu'il y a un objet du fond dont les rayons lumineux sont déviés par une galaxie qui est devant et qui joue le rôle de lentille. Donc ça nous permet de faire des images gravitationnelles. Alors ces lentilles gravitationnelles sont très précieuses parce que s'il y a de la matière noire, vous pouvez avoir des rayons lumineux qui sont déviés par la matière noire que vous ne voyez pas, mais vous voyez les effets de distorsion sur les galaxies de fond. En fait, il n'y a aucune galaxie est intacte, elles sont toutes déformées par la matière noire qui est devant entre la galaxie et nous. Donc cette lentille gravitationnelle, c'est un des outils qu'on dispose depuis au moins 30 ans pour voir la matière noire qui est invisible. Donc matière noire, matière sombre aussi. C'est pareil ça. C'est pareil. Noir et sombre, c'est pareil. Bon, je suis rassuré. Alors, figure 11, je l'ai trouvée passionnante. Ah oui, voilà. Est-ce que vous avez prévu la... Ah, on l'a, celle-là, oui. Ah. Alors je ne sais pas où, mais c'est celle-là. Voilà, la baryogénèse. On la voit. Voilà. Sur cette figure. Oui. Ah bah oui, non, mais oui, on la voit. Hein. En fait, voilà, dans le Big Bang, il y a au départ que du rayonnement, que des photons. C'est très très chaud, d'ailleurs, des milliards de degrés. Et donc, il y a un équilibre. La matière peut être en équilibre avec les photons. Donc, la matière-antimatière s'annihile et donne 2 photons. Et puis se recrée sans arrêt. Parce qu'on a assez d'énergie dans les photons pour créer toute la matière. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu symétrique matière-antimatière. Et puis, au bout d'un moment,
Alors si, ça c'est encore un des mystères qu'on n'a pas encore bien compris, c'est qu'il y a un petit excès de matière sur l'antimatière. Et cet excès, c'est 1 milliardième. Donc tout s'est annihilé, sauf le milliardième qui reste. Et donc c'est ça qu'on a fait, c'est du petit excès de matière qu'il y avait sur l'antimatière au départ. Et on n'a pas encore bien compris, même avec le CERN et le LHC, le Large Hadron Collider, pourquoi cette asymétrie entre matière et antimatière existe et pourquoi on existe nous. Pourquoi la matière reste. Oui, ça c'est peut-être un autre sujet, mais si la matière noire peuple l'univers, je vous cite, l'énergie sombre, elle, l'anime. Oui, parce que l'énergie sombre, alors l'énergie sombre, c'est pas de la masse, c'est que de l'énergie, et ça peuple, ça baigne tout l'univers. Et cette énergie sert à accélérer l'expansion. Donc l'expansion, elle est très forte au début, elle se décélère grâce à la gravité, et puis ensuite, l'univers est d'autant plus dilué en fait. Dans l'expansion, la densité de l'univers décroît comme le volume, et c'est là qu'il y a 5 milliards d'années, l'énergie noire prend le dessus, parce qu'elle, elle est constante. Et donc, au début, elle est complètement inopérante, puisque la matière est très dense. Et puis ensuite, elle commence à prendre le dessus. Et bientôt, dans notre univers, il n'y aura plus que l'énergie noire. Et la matière sera tellement diluée qu'elle sera complètement négligeable. Et tous ces rythmes d'univers qui continuent à grandir, vous dites que depuis 20 ans, il y a un processus d'accélération, alors qu'avant... Non, depuis 20 ans, on connaît. Ah oui. L'accélération a eu lieu depuis 5 milliards d'années. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais vous avez découvert ça depuis 20 ans. Exactement. Alors qu'auparavant, la théorie est inverse. C'était voilà. Une décélération. Oui, parce qu'en fait, auparavant, on n'avait que la gravité et la matière. La matière ne peut que attirer. Et donc là, il nous faut un effet répulsif. L'énergie noire a un effet répulsif. Donc on a une pression négative en fonction d'une densité positive d'énergie. Alors c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas à trouver. Et donc on est obligé d'inventer un nouvel élément qu'on appelle 5e élément ou quintessence. Mais c'est quelque chose complètement, on ne sait pas du tout ce que c'est. Supernova, expliquez-moi le mot. Alors il y a en effet des étoiles comme les anciens avaient vu dans le ciel. On l'appelait nova parce que tout d'un coup une étoile était créée. Donc c'est une nouvelle étoile, nova. Alors ces novas, c'est des petites explosions qui sont dues à des binaires et de la matière qui tombe sur une étoile et qui fait une petite explosion. Donc ces novas, c'est quand même assez petit. Et puis supernova, alors là c'est énorme, c'est une étoile. Alors il y a plusieurs supernovas. Il y en a qui sont à la fin de vie d'une étoile massive, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc il n'y a plus assez de combustible. Et donc l'étoile, le cœur va se concentrer en trou noir ou étoile à neutrons et l'enveloppe va exploser. Donc on a une explosion de supernova. Et c'est vraiment une super, c'est 1 million de fois plus lumineux qu'une nova. Par contre, on a détecté, il n'y a pas longtemps, il y a 2017, ce qu'on appelle kilonova, donc 1000 fois une nova. Et la kilonova a été le résultat de la fusion de 2 étoiles à neutrons que l'on a détectées grâce aux ondes gravitationnelles qu'on a détectées très récemment. Alors, les 2 étoiles à neutrons ont fusionné, ont fait des ondes gravitationnelles, et tout d'un coup, on a alerté tous les télescopes optiques de la Terre qui ont vu cette kilonova amener énormément de lumière, parce qu'il était le résultat de la fusion des 2 étoiles à neutrons. Alors, il y a une découverte qui vous a beaucoup ému, due aux supernovas, évidemment, et au FCL, c'est la composition, le contenu de l'univers. Voilà, le contenu. Vous avez vu là, la figure 18, Ah bon, non, c'était la figure 1, là. Ah bon, oui. Pour le contenu. Comme vous voulez. C'est ça ? Pour bien fixer les idées, voici le contenu de l'univers. On a juste 5% de matière ordinaire. On a 25% de matière noire, inconnue, invisible en fait. On dit qu'elle est noire, mais elle est transparente plutôt, puisqu'il y en a dans cette pièce, mais on voit à travers. Donc elle n'est pas vraiment noire, elle est transparente. Et 70% d'énergie. Et 70% d'énergie noire. Et ça, c'est une découverte récente. C'est il y a 20 ans. Ouais. Bon, on continue ce parcours. Dans sa version simple et classique, le Big Bang apparaît comme une singularité, où température et densité tendent vers l'infini. Mais que s'est-il réellement passé à la naissance de notre univers? Alors c'est là qu'on repart avec l'inflation dont on a commencé au début. Oui. Oui. Donc l'inflation... Inflation éternelle, point d'interrogation. Alors, éternelle, on s'en est aperçu 10 ans après. En fait, en 81, donc, il y a la découverte d'Alan Guth et d'Andrei Linde sur le fait que l'inflation était la seule possibilité pour expliquer que tous les petits horizons qu'on voit dans le fond cosmologique ont exactement la même température, donc ils viennent de la même bulle, la même fluctuation quantique.
Et puis on s'est aperçu avec les équations, ça a pris un certain temps, que une fois que l'inflation, dans un moment d'univers, était lancée, on ne pouvait plus l'arrêter. Du moins, dans certains cas, on peut l'arrêter, ce qui était le cas de notre bulle. Mais tout le reste de l'univers, ça continue, ça continue. Et ça, c'est un problème grave. Et donc le problème grave, c'est le suivant, c'est que on est obligé d'avoir des multivers. C'est l'image qu'on a ici. Oui. Voilà. Oui, c'est ce que je disais au départ sur les différentes donc, théories. Alors, entre les deux bulles, qui sont des univers comme le nôtre, il y a du vide. Et ce vide, il rentre en expansion avec une vitesse fantastique. C'est-à-dire qu'il prend 30 ordres de grandeur de taille en 10-32 secondes. Donc les univers ne pourront jamais se rencontrer. Donc c'est complètement exclu que deux univers se rencontrent, puisque le vide à l'intérieur est en expansion, continue d'être en expansion. Donc on peut imaginer que, et ça c'est un petit peu, ça revient à l'idée que voulait Fred Hoyle, qui n'aimait pas un Big Bang unique et que l'univers soit toujours en expansion éternelle. En fait, on a un état stationnaire, un peu comme Einstein le voulait. On a des univers qui sont créés tout le temps. Il n'y a pas de début ni de fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, pourquoi pas, ça n'est pas prouvé. C'est pas prouvé encore. Donc c'est pour ça que peut-être dans 10 ans, il faudra refaire ce bouquin, si jamais on peut prouver. Comment on peut prouver Comment on peut prouver ça? C'est que si vraiment il y a cette inflation, et qui ne peut être qu'éternelle, il y aurait des ondes gravitationnelles primordiales dues à cet événement. Et ces ondes gravitationnelles primordiales, on a essayé de les voir dans le fond micro-ondes avec Planck. On n'y est pas arrivé, on a pensé qu'on y arrivait à un moment donné, mais c'était faux parce qu'il y avait un peu de poussière dans ce coin-là. Et donc, on aimerait détecter ces ondes gravitationnelles. Et il est possible qu'avec les instruments comme l'ISA, qu'on va lancer dans l'espace bientôt, des télescopes qui feront un peu comme les détecteurs LIGO, Virgo, des ondes gravitationnelles au sol, mais qui n'ont que quelques kilomètres, milliers de kilomètres, pas plus. On aura des millions de kilomètres entre les télescopes et on pourra détecter des ondes gravitationnelles qui ont pour longueur d'onde des millions d'années. Et puis aussi les pulsars, c'est encore plus grand, puisque les pulsars, c'est une étoile à neutrons qui tourne très vite. Et c'est une horloge avec 14 chiffres significatifs, c'est-à-dire précision de 10-14. Et à ce moment-là, si vous avez une onde gravitationnelle entre le pulsar et nous, on a une petite perturbation. Donc il suffit de mesurer la période du pulsar pour détecter l'onde gravitationnelle. Et ces ondes gravitationnelles, si on a 20 000 pulsars autour de nous, on aura des longueurs d'onde d'une année-lumière. Ça, il n'y a que les pulsars qui peuvent donner ça. Et c'est ces ondes-là qui seront les ondes primordiales. Donc si on le détecte, on aura la preuve de l'inflation. À la fin du livre, je trouve que la conclusion est formidable. La science avance très vite. Il est permis de penser que d'un côté, la connaissance fondamentale de la gravité quantique et de l'autre, l'observation des milliards, 340, c'est ça, j'ai bien compris, des milliards de galaxies qui nous entourent et la détection des ondes de vibration de l'espace vont amener une vision plus précise des premiers moments de l'univers et de l'origine du Big Bang. Et peut-être étayer ainsi l'existence des multivers. C'est un énorme défi, mais nous ne pouvons qu'être optimistes. Quand on se rappelle qu'il y a environ 100 ans, nous ne connaissions ni la relativité générale, ni la mécanique quantique. Quel est votre prochain défi, François Scorn? Ce n'est pas seulement le mien, c'est celui de tous les astrophysiciens, par exemple avec le satellite Euclide dont on parlait tout à l'heure. Et il faudra d'abord analyser les 12 milliards de galaxies. Ça ne va pas se faire facilement, mais heureusement il y a de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et on peut demander aux machines d'étudier ces 12 milliards de galaxies avec des critères, et puis en déduire un petit peu les statistiques et puis la nature de l'énergie noire. Déjà, ça, c'est un gros point. Oui, alors d'ailleurs, c'est un passage dans votre livre, vous parlez de la découverte de l'espace. Évidemment, on a reçu ici, il y a 3 mois, ils ont marché sur la Lune, l'épopée de toutes les... Apollo. Apollo, c'était passionnant. Vous parlez des robots. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est très à la mode, mais c'est très utile aussi. Pour nous, on s'en sert beaucoup. Vous en servez beaucoup. Énormément. Oui. Énormément, surtout, ils n'ont pas l'allure humanoïde, ces robots. Ce sont des machines, simplement, et des calculateurs, et ils nous permettent, on a des pétabytes de données, et donc ça,
On ne pourrait pas avec les anciens. Alors, en fait, on suit, c'est-à-dire que le nombre de données qu'on peut traiter suit les progrès de l'informatique. Et heureusement, l'informatique, ça double tous les 18 mois. Donc, on prévoit un instrument qui s'appelle SKA, le Square Kilometer Array, qui va faire un télescope d'1 km² de surface et qui aura toutes les heures 1 pétabyte de données. Donc ça, on ne peut pas le traiter aujourd'hui, mais donc on est en train de le préparer et on pense que si on extrapole les progrès de l'informatique, en 2022-2023, on pourra peut-être traiter cet immense flux de données et donc on continue, et grâce aux ordinateurs. Et est-ce que je peux vous demander, avant de passer le micro aux personnes présentes dans la salle, le cours que vous faites au Collège de France? Alors cette année... Comment ça se passe? C'est un défi que vous vous êtes lancé? Vous avez été professeur, donc je suppose que vous avez des cours, mais ce public est en masse. Oui. Tout le monde sait que tout le monde peut aller voir sur collegedefrance.fr, c'est gratuit, c'est très dur d'avoir une place pour assister. Ça va parce que l'amphithéâtre fait 400 places, donc ça va quand même. Bon, vous me réservez une place la prochaine fois. C'est quand le prochain cours? Alors moi, ce sera fin novembre ou début décembre. Oui. Et ça sera sur quel sujet? Ce sera la rayonisation de l'univers, justement, une des étapes que l'on a montrées tout à l'heure. C'est-à-dire, au départ, l'univers est tout à fait ionisé. On voit que dans l'expansion, il se refroidit et on forme l'hydrogène neutre, donc il se reneutralise. Et puis ensuite, il y a les premières étoiles qui se forment. Alors, des petites étoiles dans les galaxies. Et ces étoiles envoient des rayons ultraviolets. Et ces rayons ultraviolets rayonisent tout l'univers. C'est pour ça qu'on appelle rayonisation. Parce qu'au début, on était ionisé. Après, on devient tout neutre. On appelle ça l'âge sombre, parce qu'il n'y avait rien, il n'y a pas d'étoiles. Puis ensuite, les premières étoiles vont rayoniser tout l'univers. Et aujourd'hui, nous sommes complètement rayonisés. Sauf à l'intérieur des galaxies, où on a des personnes neutres comme vous. Comme moi. D'accord. Très bien. Alors, à vous de poser vos questions. Monsieur, on va vous passer un micro, si vous voulez bien. J'aurais beaucoup de questions à poser au point que je suis obligé de sélectionner pour laisser la parole à la salle. Vous avez le recours d'avoir le livre aussi. Oui. Et puis il y a aussi cette ressource. Mais est-ce que dans le livre est expliqué comment on a su, premièrement, que la quantité d'énergie noire de l'univers est constante, et deuxièmement, comment on a pu chiffrer les trois, 5%, 25% et 70%. Qu'est-ce qui nous oblige à admettre ça? Et dernière question, et après je me tais, qu'est-ce qui a obligé les astrophysiciens à admettre l'hypothèse de l'inflation de départ? Vous avez donné un début d'explication, mais il me manque un petit bout. Voilà, merci. Oui, c'était un peu court, et puis en effet, c'est écrit dans le livre. Donc d'abord, pour savoir les chiffres 5%, 25%, 70%, ça on le sait avec précision par de multiples et une concordance de fait. Ce n'est pas une seule expérience, c'est une concordance. C'est pour ça qu'on appelle ça le modèle de concordance. Donc il y a le fond cosmologique, micro-ondes, qui nous renseigne énormément. Par exemple, sur la platitude de l'univers, on sait que l'univers est plat. Il n'y a pas de courbure. Alors pourquoi on le sait? C'est que on a des ondes acoustiques, toutes ces petites structures qu'on a vues là, dans l'image de Planck, on a des petites et des grosses. Et on sait qu'on en a quelques-unes qui forment des ondes. Et ces ondes, elles représentent les ondes acoustiques qu'il y avait au départ entre la lumière et puis les premiers atomes d'hydrogène. Ils étaient en équilibre, puisqu'en fait ils étaient ionisés. Ils étaient en équilibre et donc il y avait des ondes acoustiques, des ondes sonores. Et la plus grande onde sonore, c'est l'horizon sonore. La longueur d'onde, c'est le temps, le parcours de l'onde que la vitesse du son dans un plasma, et ça on la connaît bien, a pu parcourir depuis le Big Bang jusqu'à l'époque où on voit ce fond micro-ondes. Et ça fait 450 millions d'années-lumière. Donc ça, on connaît cette distance. Et ensuite, on la voit avec un certain angle, puisqu'on le voit sur le ciel. Donc comme on connaît l'angle et la taille, on peut savoir si les photons sont inclinés, courbés comme ça ou courbés comme ça, et en fait on voit qu'ils sont droits. On compare la taille linéaire et l'angle. Rien que ça, on sait à très grande précision que l'univers est plat, c'est-à-dire les photons se déplacent en ligne droite. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de courbure. Parce que s'il y avait une courbure, les photons ils suivent la courbure.
Donc on sait que l'univers n'a pas de courbure, il est plat grâce à ça. Donc déjà, la première réponse, c'est que l'univers est plat. Et ensuite, tout s'enchaîne parce que on sait d'après la réalité générale que la courbure est due à la quantité de matière qu'il y a dedans. Plus vous avez de la matière, plus vous allez recourber l'espace. Et donc, on sait que l'univers est plat, donc on a une certaine quantité de matière. Et puis, cette matière, on a aussi la matière noire par les lentilles gravitationnelles. Donc, il y a deux choses. Il y a le fond cosmologique, il y a les lentilles gravitationnelles, et puis il y a aussi les amas de galaxies qui nous donnent, quand les amas sont formés, alors ça, on les observe. Donc, ces trois objets sont des choses complètement indépendantes et nous donnent exactement la même quantité de matière noire, la platitude. Alors, platitude, ça veut dire que la somme doit faire la densité critique. Il y a une densité critique pour avoir soit un univers sphérique fermé, soit un univers hyperbolique ouvert. Et en fait, on a un univers parabolique qui est infini. Donc, ça, on est dans l'univers critique. Donc, tout ça vient d'expériences très précises. Et là, on en est sûr de ces éléments. Alors maintenant, pourquoi elle est constante? La deuxième question, c'est pourquoi 70% c'est constant. C'est qu'on regarde, on a pu déjà voir des supernovas qui ne sont indicateurs de distance, jusqu'à un petit peu plus que la moitié de l'âge de l'univers. On a pu remonter avec ça un peu plus lointain. Et jusque-là, c'est constant. On ne sait pas exactement si c'est constant plus loin. C'est pour ça qu'on lance des satellites pour mieux savoir. Mais juste dans notre proximité, on sait que c'est constant et on extrapole. Mais cette question, on n'est pas encore bien sûr. Pour l'instant, c'est presque constant et on va voir si dans le passé, ça sera évolué. Alors pour ça, il faut avoir toutes les galaxies jusqu'à l'horizon. Et c'est ça que va faire le satellite Euclide en détectant 12 milliards de galaxies et en ayant leur distance. On saura simplement avec leur taille comment a évolué l'expansion de l'univers et donc si l'énergie noire est une constante ou pas. Une autre question. Bonsoir. Alors, si l'univers est plat, pourquoi est-ce que vous le représentez avec des bulles? Parce que les multivers, il faudrait mettre une superposition de planches. Et quelle est l'épaisseur de l'univers? Oui, ça, c'est vraiment une représentation très, très... avec les mains, hein, c'est certainement pas comme ça que ça se passe. Mais c'est certainement une fluctuation quantique. Alors, fluctuation quantique à n'importe quelle forme. Et puis, donc, c'est pas une bulle, en fait. Et puis, on a pensé que ça rentrait en inflation, comme ça. Et donc, ça va faire, de toute façon, ça fait, justement, l'inflation est là pour expliquer la platitude. Pourquoi la platitude? C'est que normalement, il faudrait partir de quelque chose de très, 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 très voisin de la platitude. Et normalement, si on n'est pas très voisin de cette valeur, ça devrait être divergent. Donc, il faut absolument que ce soit plat. Et comme ça croît de 30 ordres de grandeur, quand on est voisin, notre horizon, il est beaucoup plus petit que ça. Donc on est voisin de la tangente et ça nous apparaît plat. C'est le petit dessin que j'avais fait tout à l'heure. C'est que notre horizon, il est vraiment dans le plan tangent. Donc pour nous, ça apparaît plat. Donc il faut vous imaginer dans ces bulles que nous sommes un tout petit point sur la surface de la bulle. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Alors, on n'en sait rien du tout. On n'en sait rien du tout parce qu'on pense qu'au Big Bang, donc, il y a eu l'inflation. Mais bon, ça, c'est une théorie. On a vu qu'on pourrait peut-être la vérifier un jour. Mais il y a encore des modèles qui prétendent que l'univers est cyclique. Donc, dans ces modèles, qui ne sont pas la majorité des astronomes, il y aurait des rencontres de cordes, de brane, etc. Ça, c'est la théorie des cordes. Et donc, il y aurait un cycle, c'est-à-dire un Big Bang, puis un Big Crunch, puis un autre Big Bang, etc. Donc, il n'y aurait rien avant le Big Bang, sauf un autre univers qui sera en Big Crunch. Bon, ça, c'est une théorie, mais qui n'est pas très, très, très développée. C'est plutôt un outsider. Oui, bonsoir. J'ai une question. Je n'ai pas bien saisi. Dans quelle mesure est-ce que les ondes gravitationnelles peuvent nous renseigner sur la création de l'univers, sur l'origine de l'univers et sur les multivers notamment? Oui, parce que l'inflation, c'est la théorie de l'inflation. Hein. L'inflation nous dit qu'on est parti du vide, l'énergie du vide. Dans le vide, ce n'est pas le néant, hein, ce n'est pas rien, il y a quand même le vide quantique. On sait en laboratoire que lorsqu'on n'a complètement aucune particule, le vide a des fluctuations positives et négatives et l'énergie est nulle en moyenne. Mais vous avez des fluctuations
Et donc, une petite fluctuation positive peut rentrer en inflation et avoir 30 ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'elle devient macroscopique, n'est plus quantique. Donc c'est ça l'inflation, c'est qu'on on inflationne, si je peux dire, une petite fluctuation qui devient un univers, qui devient à grandeur macroscopique. Et cette énorme inflation a produit des vibrations de l'espace, a fait vibrer l'espace. Et on connaît la longueur d'onde de ces vibrations, dans la théorie en tout cas, et donc on aimerait détecter ces ondes gravitationnelles primordiales, qui sont particulières, ce n'est pas du tout les mêmes que les ondes gravitationnelles de la fusion de deux étoiles à neutrons, qui ont une petite longueur d'onde. Là, c'est des grandes longueurs d'onde, et donc on aimerait détecter ça pour prouver l'inflation, parce que l'inflation, c'est encore une théorie qui n'est pas prouvée. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais on aimerait détecter ces ondes gravitationnelles primordiales. Bonsoir. Bon, je comprends très très bien le côté irrésistible. On a envie d'en savoir plus et encore plus. Et voilà. Mais à la fin, qu'est-ce que ça comment on peut ramener ça à nous? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Voilà. Oui, ça c'est plutôt les questions qu'on se pose et en général on n'a pas vraiment d'application à courte portée. Que dans l'histoire de l'astrophysique, il y a beaucoup de découvertes quand même. Les enseignements, oui, parce que par exemple pour la matière noire, on se demande si vraiment on a bien compris ce qu'était la gravité. Donc la gravité est une des 4 forces pour l'instant, hein. Et on se demande s'il y a une 5e force. Et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental, le nombre de forces qu'il y a dans la nature. Donc la gravité, Einstein a dit que ce n'était pas une vraie force, mais c'était une déformation de l'espace. C'est très particulier. Et puis, en fait, la matière noire, elle n'existe que dans l'astrophysique. C'est-à-dire qu'on n'a aucune expérience de matière noire. À l'échelle du système solaire, il n'y a pas de matière noire. Et même, il faut aller au fin fond de la galaxie. Donc, il n'y a que l'astrophysique qui nous donne l'évidence de cette matière noire, qui quand même fait 25% ou 85% de la matière. Et donc, il est possible qu'on se trompe sur la gravité et que la gravité soit différente. Donc, on va au-delà d'Einstein. En fait, Einstein avait un jalon avec la relativité générale, mais peut-être qu'on peut trouver une extension de la gravité, comme Einstein avait étendu la loi de Newton, qui était jusque-là prévalente. Et donc, il faut l'étendre. Et à des champs faibles, par exemple, on sait que lorsque la gravité est très faible, alors évidemment dans le système solaire elle est très forte et on sera toujours newtonien ou einsteinien, et puis quand on a un champ de gravité très faible, il se pourrait que la gravité soit plus grande que ce qu'a dit Einstein. Et donc il y aurait une 5e force ici. Donc là on va le savoir. Donc si on lance le satellite, on va savoir si on a besoin d'une 5e force ou pas. Et à ce moment-là, si on a besoin d'une 5e force, la matière noire, il n'y en a pas. Donc il y a beaucoup de physiciens qui cherchent la matière noire dans les accélérateurs, ils ne l'ont pas vue, et simplement parce qu'il n'y en a pas. Alors peut-être une dernière question, parce que François Asselin, vous accepterez de dédicacer votre livre, oui. Vous aurez l'occasion de parler après. Monsieur. Juste une question. Est-ce qu'il aurait pu ne pas avoir de Big Bang? Ah non, alors ça c'est fini. Ça c'est fini, on en est absolument sûr. Ça, personne, il y avait bien Fred Hoyle en 1948 qui n'aimait pas le Big Bang, c'est pour ça qu'il avait appelé Big Bang. Hein. Mais aujourd'hui, plus personne, c'est pas possible parce qu'on le voit le Big Bang. Ah bon, d'accord. Ça, on est sûr qu'il y a. Qu'est-ce qu'il a provoqué? Ah, alors, cela, justement, ça, c'est le gros problème. On n'en sait encore rien. Si on croit à l'inflation, on sait un peu ce qu'il a provoqué. Hein, c'est l'inflation du vide quantique, etc. Mais si l'inflation n'est pas là, alors à ce moment-là, il y a la théorie. Il y a plusieurs théories, mais je cite un peu dans le bouquin la théorie des cordes. Alors les cordes, c'est quelque chose de très particulier qui était là pour résoudre beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait qu'une particule soit ponctuelle, et c'est une singularité, donc les particules seraient plutôt une somme de cordes. C'est beaucoup moins singulier. Et puis surtout, à ce moment-là, il y aurait 25 dimensions. Il n'y aurait pas que 3 dimensions d'espace, il y en aurait beaucoup plus. Et puis il y aurait aussi des branes, c'est-à-dire des membranes. Et lorsque 2 membranes se rencontrent, il y aura un Big Bang. Donc pour cette théorie-là, voilà l'explication du Big Bang. C'est lorsque 2 branes se rencontrent et forment de la matière. Donc il y a plusieurs théories. Pour l'instant, la principale théorie qui est le plus acceptée par tout le monde, c'est l'inflation. Alors la dernière question, cette fois-ci, monsieur. Bonsoir madame. Ma question est très simple, c'est juste comment est-ce qu'on a pu établir les limites de l'univers?
C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne nous dit pas que dans quelques années, on verra de nouvelles galaxies apparaître qui sont éloignées à plus de 14 milliards d'années-lumière? Oui, c'est une très bonne question, parce qu'il y a 20 ans, on croyait que, comme l'accélération de l'univers était décélérée, l'expansion était décélérée, on pensait que des galaxies allaient rentrer, puisque notre horizon s'éloigne, est égal à c fois t, donc le t croissant, notre horizon s'éloigne. Seulement maintenant, depuis 20 ans, on a vu que l'expansion était accélérée, et donc maintenant les galaxies sortent, hélas. Donc on va de moins en moins voir de galaxies. Donc il faut se dépêcher de voir les 300 milliards de galaxies, parce qu'elles sortent de notre horizon, malheureusement. Alors bientôt, quand on va très loin dans le temps, si on extrapole, bientôt même Andromède, on ne la verra plus, et on sera tout seul. On ne verra plus de galaxies dans le ciel, on sera tout seul. Et ça, c'est la dilution. Oui, ça, il faut beaucoup, beaucoup de milliards d'années. Mais en fait, on est plutôt dans ce sens, c'est-à-dire que les galaxies ne rentrent pas, mais elles s'éloignent, elles sortent de notre horizon. Françoise Combe de l'Académie des sciences, je tiens à le redire, et on ira tous à votre prochain cours le 14 novembre. Ou même le 2 décembre maintenant. Ah ben le 2 décembre, voilà. Bon. Bref, on ira sur le site pour plus de précision. Je vous remercie. Merci. Merci à tous les deux. Et je vous donne rendez-vous pour notre prochain jeudi science, donc le premier jeudi de chaque mois. Et donc le prochain jeudi science, c'est le 5 octobre. Et nous avons rendez-vous avec Bonnefond, Jean-François Bonnefond, sur le thème de l'intelligence artificielle et des dilemmes moraux. Le 4 octobre. 4 octobre, un jeudi. Et bien 3 octobre. 3 octobre, premier jeudi du mois. Le 3 octobre, voilà. À 19h. C'est à 19h. À chaque fois 19h. Premier jeudi du mois. C'est le repère. Jeudi science. À bientôt. Merci.